Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Un grand bonjour à tous, nous sommes le samedi 8 octobre, c'est l'automne, mais l'automne est une belle saison et j'espère que vous profitez encore à fond de votre jardin. Bienvenue au jardin, bienvenue sur News Jardin TV pour notre émission hebdomadaire qui est réservée, je vous rappelle, aux membres de News Jardin TV, le club, et à mes côtés, le paysagiste maison Pierre-Alexandre Risser, bonjour. Bonjour Patrick. Eh bien, nous allons démarrer cette émission le 281e jour de l'année. Il nous reste 84 jours. Ça se ramasse vers la fin de l'année. 16e jour du signe astrologique de la Balance, 17e jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain français, qui est le jour de la citrouille. La citrouille? Bah oui. Quelle bonne idée. Tu sais qu'il y a presque toujours une plante associée à un jour dans le calendrier républicain. Et là, aujourd'hui, c'est la citrouille. Et pour démarrer cette chronique, je voulais vous citer quelques vers de Jacques Vallin. Jacques Vallin, c'est un écologiste et jardinier français qui, dans Confidence d'un maître jardinier de 2009, écrit la chose suivante. « Eh oui, dit Potiron, son surnom, citrouille, plastronnant tout rond dans ses côtelettes. Eh oui, petit, regarde-moi, n'est pas la trouille. Je suis comme toi de la même famille, cucurbite différent, toi cornichon et moi citrouille. » Et oui, parce que nous sommes dans cette famille des Cucurbitacées. Cucurbitacées. Et oui, c'est une famille assez complexe. Alors attention, avec la citrouille, on est sur Cucurbita pepo. Cucurbita pepo qui donne d'ailleurs aussi la courgette. Mais là, on est sur Cucurbita pepo, variété pepo. C'est pas le potiron. Potiron, c'est Cucurbita maxima. Donc, ça peut se ressembler, mais c'est pas la même plante. Donc, on va essayer de cerner un petit peu tout ça. Le mot citrouille, ça vient de citreum citron, citrole et citrouille. Citrouille qui est présent dans la langue française depuis le XVIe siècle, quand même. Plante originaire d'Amérique du Sud, comme la plupart des cucurbitacées, et qui est l'emblème d'une fête que l'on aura à la fin de ce mois-ci, et qui est Halloween, où on utilise d'ailleurs des citrouilles tout à fait particulières. Tu connais la variété? Non. Jack-o'-lantern. Ah, d'accord. C'est la variété spécifique qui a cette forme un petit peu cubique, je dirais, pour la fête d'Halloween, et qui d'ailleurs se consomme pratiquement pas. Alors que classiquement, la citrouille, c'est plutôt sphérique, c'est plutôt orange. On a un gros pédoncule, comme la plupart de ces gros fruits de cucurbitacées, qui a des côtes bien marquées et surtout qui ne possède pas de renflement au niveau du point d'attache. Alors que le potiron, qui peut d'ailleurs être plus rouge-orangé vert foncé, plus aplati, il a un pédoncule, lui, qui est tendre, spongieux, un peu cylindrique et qui s'évase au niveau du fruit. On a aussi des avantages, je dirais, pour la citrouille, c'est que la chair n'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que on est plutôt branché sur le potimarron, le butternut. La soupe au potiron, c'est bon, mais la soupe à la citrouille, c'est filandreux. La citrouille, la chair à l'intérieur, c'est ça qui la distingue du potiron. Il y a moins de goût. En revanche, on mange des graines. Oui, c'est très bon, ça. Bon, moi, j'en ai jamais tellement mangé, mais comment on fait? On les sèche? Les Espagnols en font beaucoup. Alors, c'est séché, salé, et avec les dents, on casse la coque et on mange que la bande à l'intérieur. Autrement, il y a des graines de courge qui sont plutôt vertes et que l'on met sur les salades, ou alors on les fait revenir à la poêle, juste comme ça à sec, et après, on les pose chaudes sur la salade et c'est délicieux. Tout un tas de trucs que je mange jamais. Alors, il y a plein d'expressions avec la citrouille. Avoir la tête comme une citrouille. Ça veut dire quoi? Être fatigué, en avoir plein la tête, quoi. Voilà, mais aussi peut-être tout simplement une personne qui a une grosse tête. Recevoir un coup sur la citrouille, c'est évidemment prendre un coup sur la tête, mais on dit aussi, tiens, t'es une citrouille, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça.
T'es un peu niais, t'es un peu oui lourdeau. Et en avoir gros sur la citrouille. Ça en aura gros sur la patate. Pareil. Voilà, exactement. Se sentir préoccupé, être un peu triste. En avoir plein la citrouille. Il y a deux significations. C'est soit on est préoccupé, on a plein de pensées, ou alors on est une grosse tête, quoi, tout simplement. Donc quelqu'un qui est extrêmement cultivé. À l'inverse, quand on n'en a rien dans la citrouille, c'est qu'on est un peu stupide. Et quand on est rond comme une citrouille... Je connaissais rond comme un melon. Ou comme une queue de pelle. C'est-à-dire qu'on est ivre-mort. Ah oui, non, je ne connaissais pas celle-là. La citrouille, c'est un fruit qui, en moyenne, pèse environ 5 kilos. Ce n'est pas une très très grosse cucurbitacée. Mais il y a une variété qui s'appelle Atlantic Giant. Et là, on atteint des chiffres phénoménaux, puisque en septembre 2021, un agriculteur italien du nom de Stefano Cutruppi a présenté un monstre de 1226 kilos, qui est aujourd'hui le record mondial. Et il l'avait représenté officiellement en Allemagne avec 1190 kilos. Parce que la citrouille, ça enfle, c'est un peu comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Ça grossit, mais ça atteint un maximum et après ça perd de l'eau. Ceux qui font des concours de citrouilles géantes, ils doivent calculer le moment optimal par rapport à la date du concours pour que la citrouille soit au top. Le record de France en est loin, même si c'est déjà remarquable, c'est Mehdi Dao. Mehdi Dao, je le connais, j'ai eu l'occasion, moi, d'animer le concours de la citrouille lorsque c'était à la Motte à Char au potager extraordinaire. Maintenant, c'est toujours en Vendée et c'est à La Roche-sur-Yon. Et le 6 octobre 2021, il a présenté une citrouille de 897,5 kilos. C'est le record de France, c'est déjà pas mal. Ah oui, mais comment ils font pour la ramasser dans le champ ? Ils viennent avec un chargeur télescopique. Exactement. Exactement. Ils les mettent sur une palette. Ouais. Ça peut s'effondrer un peu, donc il faut la prendre donc délicatement. Ça se prépare. En fait, c'est jamais qu'une sorte d'enveloppe pleine de flotte, on va dire. Parce qu'il faut énormément de surface pour pouvoir produire un fruit. Ils ne gardent qu'un fruit par plante. D'accord, oui. C'est vrai que ce n'est pas très écolo. Cette année, je ne sais même pas s'il y aura le concours, parce qu'il faut des milliers de litres d'eau pour que la plante grossisse, et puis certainement un petit peu de nourriture avec. Bien sûr, tu sais que la citrouille, c'était dans la trilogie des cultures indiennes, avec le maïs, le haricot gras. Mais c'est le potiron. Ça, c'était le potiron. Ben voilà, c'est plutôt le potiron qu'on mange. La citrouille, elle est célèbre aussi avec le conte de Cendrillon. Ben bien sûr. Walt Disney qui l'a mis en vedette avec ce conte de Perrault, où la citrouille se transforme en carrosse, etc. Voilà. Carrosse en citrouille. Mais en fait, le fruit qui est présenté la plupart du temps, y compris dans le dessin animé, on est plutôt sur le fruit aplati. Oui. Donc on est sur un potiron. Le 8 octobre 1797 naissait à Lenoir County, en Caroline du Nord, qui... Hardy Brian Kroon. Exactement. Ce naturaliste et botaniste américain, malheureusement mort lors d'un naufrage, a été un très grand spécialiste de la flore de Floride. Il est aussi célèbre pour avoir le premier vraiment observé le comportement des sarracénias. Tu vois ce que c'est, sarracénia, plante carnivore, que l'on peut cultiver même dans son jardin, dans une tourbière qui fait des grandes urnes verticales comme ça. Il est aussi connu pour avoir découvert un conifère très rare, Torreya taxifolia. C'est une plante qui est très intéressante, le Torreya, parce qu'il ressemble un petit peu à un taxus aussi. D'ailleurs, il y a taxifolia, donc il ressemble à des feuilles d'if. Et c'est une plante qui a été donc nommée Torreya pour honorer un botaniste américain qui s'appelait John Torrey. Et plus tard, Kroom a aussi découvert une autre plante, Kroomia pauciflora, puisque en fait on lui a attribué cette découverte en lui donnant ce genre. Il a aussi fait une chose importante, c'est qu'il a renommé en 1837 dans
la nomenclature valide aujourd'hui, Taxodium disticum. Bon, ça tu connais. Oui, très bien. Le cyprès chauve, qui avait été décrit en 1835 sous le nom de Cupressus distica. Thomas Nuttall, il avait cru que c'était un cyprès, et en fait, c'est tout à fait différent. Et comme je vous disais, malheureusement, le 7 octobre 1837, il embarque à bord d'un bateau, et le lendemain, lui, son épouse et ses enfants meurent dans une avarie et un naufrage au large des États-Unis. Petit dicton, aujourd'hui on fête Sainte-Pélagie, on se fête aussi Sainte-Laurence, Sainte-Thaïs. Qu'est-ce que tu as comme dicton? Morgane aussi aujourd'hui. Oie qui cancane à la fête de Morgane, c'est l'automne qui ricane. Autrement, il y a aussi soleil de Sainte-Pélagie, mais dans les feuillages, un peu de magie. Oui, c'est vrai que ça commence cette saison. Doucement, oui. Doucement. Et moi, j'ai à Sainte-Pélagie des taupières taillons, les effigies. C'est un peu le moment aussi où on peut resculpter les plantes. On est en fin de saison. Et à la Sainte-Thaïs, mettons en pot les bulbes d'amaryllis. Oui, on va commencer à mettre en pot les amaryllis, donc les hypeastrum. Oh, c'est Harmonie Planète qui nous a écrit. Dans l'une de vos vidéos consacrées à la belladone, vous l'avez nommée morelle noire. Or, la morelle et la belladone ne sont pas la même plante. Je consomme des baies de morelle chaque année, c'est délicieux. Ma chère Harmonie Planète, vous n'étiez pas en harmonie avec la botanique parce que dès qu'on utilise des noms vernaculaires, évidemment, il y a des gros risques de confusion. S'il est vrai que la belladone n'est pas un solanum, puisque c'est Atropa belladonna, elle fait partie de la famille des solanacées, et beaucoup de plantes de la famille des solanacées sont appelées morelles en nom commun. On a la morelle des Indes, la morelle des jardins, la morelle à fruits noirs, le Solanum nigrum. On a la morelle de Sodome, Solanum sodomeum, la morelle des oiseaux, le Solanum aviculare, qui sont tous ceux-là toxiques. Il y a la douce amère. Moi, j'ai ça dans le jardin. C'est une grimpante qui fait des petites fleurs de pommes de terre et des fruits rouges. Tout à fait, oui. Solanum dulcamara, qui est extrêmement toxique. Belladone, on l'appelle aussi morelle furieuse, morelle marine, morelle noire, comme je disais. Tout ça, c'est toxique. Solanum laciniatum, très joli, très toxique. Morelle lacinée, on l'appelle. Il y a des morelles comestibles. La morelle de Balbi connaît Solanum cicimbrifolium. C'est une plante incroyablement épineuse qui atteint un bon 1,50 m avec des grandes épines jaunes et des fruits qui ressemblent... Des petites tomates. Alors, ça pourrait ressembler à des petites tomates, sauf que c'est orangé. Ouais. Je dirais que ça ressemble plutôt à des fruits de physalis, un petit peu. Oui, Physalis, qui est d'ailleurs une solanacée. Franchement, je trouve ça très mauvais. Mais ça se consomme. Je vais te faire le piège. La morelle tubéreuse. Ne serait-ce pas la pomme de terre tubéreuse. Ben non, oui, la pomme de terre. Bon, donc on est aussi sur une morelle comestible. Il y en a d'autres. La morelle d'Équateur, Solanum quinoaceae, la morelle d'Afrique, Solanum anguivis, Solanum xanthocarpum, la morelle cornue. Tout ça, c'est comestible. Enfin, pour la pomme de terre, on ne mange pas les fruits issus de la fleur de la pomme de terre. Hein. Les tubercules. On mange des tubercules. Voilà, mais d'une manière générale, sur les solanacées, toutes les parties vertes sont non comestibles. En revanche, on peut manger des fruits, parce qu'il y a des solanacées à fruits, par exemple. Bah, la tomate. Bah oui, quand même. Et puis, l'aubergine. L'aubergine, ouais. Aubergine, poivron, piment, tomate. Et d'ailleurs, quand la tomate est venue en Europe, elle a été importée comme une plante horticole, une plante décorative, et personne ne voulait en manger parce qu'ils pensaient tous que c'était poison. Justement, les solanacées avaient une très mauvaise réputation. Exactement. Tiens, tu parles de plantes ornementales. Il y a des morelle ornementale. Solanum jasminoides. Ah bah, ça, on l'utilise beaucoup, oui. C'est limite rustique, quand même. Ouais, jusqu'à -8, -10, je pense, sans problème. Et par contre, c'est une liane très, très envahissante, avec une très belle floraison du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Quand on doit la tailler, c'est des mètres cubes et des mètres cubes de feuillage. Donc, ça fait du compost. C'est bien. Bah, il faut monter à l'échelle. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention, on va la planter. On en voit énormément en Bretagne. On en fait des haies sur un grillage et ça vous fait quelque chose de magnifique. La morelle mamée, Solanum mammosum, qui est une morelle toxique, frileuse, mais très mignonne parce que le fruit ressemble à un mamelon. Vraiment.
orange, assez bizarre. Vous le verrez sur la vidéo. La morelle de Madagascar, qu'on appelle aussi morelle à épines de feu, mais c'est un buisson d'épines horrible, Solanum pyracanthos. C'est très très beau. Et puis il y en a quand même une autre que tu utilises obligatoirement, la morelle de Rantonnet. Ah bah oui, Solanum rantonetti, oui, voilà, bien sûr. Qui aujourd'hui est une plante très répandue dans les jardins. Petit arbuste, c'est un sous-arbrisseau parce que ça disparaît en hiver en partie. Ça disparaît que si gèle, va atteindre 3-4 mètres de hauteur. C'est vrai qu'en Bretagne, on en a vu. Et il y en a même des variétés panachées qui sont aussi très, très belles. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, nous allons rentrer dans la période de ramassage des feuilles et par conséquent de compostage. Je souhaiterais qu'avec Pierre, on parle de ce miracle quasiment que l'on présente aujourd'hui, qui est donc le compost, sachant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi aussi composter? Une étude de l'ADEME, vous savez, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a révélé que chaque ménage français produisait près de 570 kilos de déchets par an, dont les ordures ménagères représentent un tiers, ces ordures ménagères pouvant pour la plupart être compostées. Donc qu'est-ce que le compostage? Le compostage, c'est la décomposition de la matière organique végétale. Et ce qu'on appelle généralement compostage, cette matière organique va être mise en tas et la décomposition va se faire par des bactéries parce qu'on sera en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Quand on parle par exemple d'un sol de forêt où les feuilles et les branches tombent au sol, la matière organique est sur une faible épaisseur, 5, 10, 15 cm, et dans ce cas-là, la décomposition se fait par les champignons. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça, parce que la partie anaérobie, c'est qu'une première partie du compostage. Si on laisse uniquement se faire une décomposition anaérobie, on obtiendra de la toxicité. Donc il faut absolument qu'effectivement, au départ, on ait des bactéries anaérobies qui commencent à travailler, mais ensuite, on va avoir des champignons microscopiques, des nématodes, des acariens minuscules, etc., qui, eux, travaillent en milieu aérobie. C'est pour ça qu'on doit remuer un compost pour pouvoir fabriquer une bonne matière. Et donc, du coup, ça amène à quoi? C'est que le compostage, c'est pas un miracle comme cela. C'est un processus contrôlé. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'humidité, il faut qu'il y ait de l'oxygène, faut, comme on disait, il faut qu'à un moment donné, ça soit tassé et après, il faut que ça soit aéré. Le compost est un substrat, une substance qui résulte de la décomposition contrôlée des déchets de jardin. Et ça, j'insiste énormément parce que je vois autour de moi, mais notamment dans les jardins familiaux où ils ont des petits composteurs minables, des trucs qui non seulement ont un mal de chien à se décomposer, mais qui donnent un produit catastrophique. Le compostage, ça doit être pris sérieusement. Pourquoi est-ce que le compost, à quoi ça va nous servir par la suite, une fois qu'on va obtenir le produit? Je pense qu'il faut raisonner de différentes façons. Il y a le compostage pur, comme tu l'as dit, sur lequel on va fabriquer un produit de qualité, sur lequel ça va demander un certain nombre de travail, notamment d'aérer son compost, de ne pas mettre n'importe quoi dans le compost, c'est-à-dire que c'est une association entre des déchets qui vont être carbonés, c'est-à-dire des branches d'un certain diamètre, avec des brindilles, avec des feuilles, et puis avec des produits très frais comme la tonte de gazon, du feuillage de pommes de terre, ou c'est que de l'eau. Et là, on va apporter de l'azote avec ça qui va servir à nourrir les bactéries qui vont décomposer les parties plus carbonées qui sont plus de bois. Il faut que l'air passe quand même un peu à travers et je regarde toujours ces espèces de composteurs d'un œil. Voilà. Le grillage est beaucoup mieux. Vous allez en Suisse, notamment, dans tous les jardins, vous avez des ronds en grillage et on met le compost à l'air. On fait des cercles d'environ 1 mètre de diamètre sur une hauteur d'1 mètre 20, 1 mètre 50. On en met plusieurs les uns à côté des autres et ça suffit. Il n'y a pas besoin de composteurs horribles en plastique. Voilà. Après, au niveau du jardin, on n'est pas non plus obligé pour les feuilles mortes de faire du compost. On peut les laisser dans les massifs et la décomposition va se faire, bien entendu, par les vers de terre, par tout un tas d'insectes, de myriapodes, d'autres choses, de champignons et de
de bactéries, et ça va être très bien. Et si dans son jardin, on trouve que de laisser les feuilles dans les massifs, c'est pas très esthétique. On peut toujours après acheter un paillage de peuplier, d'aulne, de ce qu'on veut, qu'on va poser sur ces feuilles mortes, d'éviter déjà que le vent apporte les feuilles sur le gazon, et on aura quelque chose qui sera peut-être plus esthétique. Ce qui est important, c'est de redonner au sol ce qu'il a produit. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que ça dépend des sols. Par exemple, dans les sols lourds, le compost qui, je le maintient quand même, doit être mélangé dans les sols lourds parce qu'il va alléger et aérer la terre. Ça a un rôle, le compost, à la fois d'éponge naturelle, mais comme c'est aussi granuleux, enfin il y a des morceaux qui restent, ça va jouer un rôle d'aération. C'est important. Dans les sols sableux, en revanche, il va s'accumuler, s'associer avec toutes les fines particules pour donner une cohésion à ces sables et garder l'humidité. Donc on a un rôle physique, mais on a un rôle chimique parce que tu as parlé d'azote, etc. Donc il y a un apport nutritif. Et puis, on l'a dit aussi, il y a un rôle bactériologique. Donc on crée de la vie dans le sol du fait qu'on enrichit naturellement l'activité microbienne. Et c'est là où c'est important, parce que quand on parle de biodiversité, généralement, on va penser aux mammifères, aux poissons, aux oiseaux, aux hommes, enfin, qui ne représentent à peine 5% des espèces vivantes sur la planète. Les 95 autres pourcents, ce sont les micro-organismes qui, sans eux, la vie sur Terre ne serait pas possible. Et ce qui est important, quand on parle de biodiversité, c'est pas uniquement les animaux que l'on voit, c'est aussi tous ceux qu'on ne voit pas. Et on ne peut pas parler de compostage, de paillage, sans parler des vers de terre qui représentent presque 50 voire 60% de la masse animale sur la planète. Et ces vers de terre, ils font quoi? Ils vont venir dans ce paillage, dans ce compost, ils vont se nourrir de ces matières végétales qui vont aider à décomposer. Et donc, ils vont faire des allers-retours, ce qui aère naturellement le sol. Et quand ils mangent cette matière végétale, eh ben, ils avalent de la terre en même temps. Et dans leur intestin, la particule, ce qu'on appelle d'argile, qui n'est pas forcément de l'argile, c'est-à-dire des particules fines mélangées aux particules d'humus, avec le suc à l'intérieur de l'intestin, vont fabriquer le fameux complexe argilo-humique qui rend la terre rumeleuse, qui aère le sol et qui rend le sol fertile. Eh bien voilà, on a un sol maintenant fertile. Quoi de neuf au jardin? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter. Plante de saison, plante un peu nouvelle et surtout coup de cœur de monsieur Pierre-Alexandre, un astère qui s'appelle Monte Cassino et qui n'est pas un astère. Alors, l'astère Monte Cassino n'est pas une nouveauté, c'est une plante qui existe depuis très longtemps. Et pour moi, c'est un de mes astères préférés dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en occupe pas. Voilà, on le plante et après, il vit sa vie. Il a une floraison qui est assez longue, quasiment un mois. Il n'attrape pas l'oïdium. Ça, c'est bien. Et il ne verse pas. Parce qu'il est grand. Il est grand, oui, il monte quasiment à 80 cm, voire 1 mètre. Et il a une myriade de petites fleurs blanches qui sont adorables et avec lesquelles on fait de magnifiques bouquets. Donc, si vous voulez une plante d'automne dans votre jardin qui va éclairer votre jardin, alors à planter, bien sûr, comme pour tous les astères, en plein soleil. Et écoutez, vous vous en occupez pas. Vous faites un massif anémone du Japon derrière un massif d'astères. Et là, vous avez des fleurs quasiment pendant 2 mois. Et on l'oublie, et on n'oublie pas en revanche que les botanistes sont des gens facétieux et qui ne l'appellent plus astère, mais du nom très facile à se rappeler, Symphyotrichum. Mais il s'appelle Monte Cassino, vous mettez astère Monte Cassino, vous allez le trouver dans le commerce, il n'y a aucun problème. Une petite chose que j'avais choisie par rapport aux actualités, c'est qu'il y a une évolution de plus en plus technologique, je dirais, dans les robots de tonte, et notamment Husqvarna a créé un système qu'ils appellent Automower Intelligent Mapping qui permet le contrôle, alors ils disent intelligent, oui, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, des différentes zones. Donc, ce qui vous permet de définir les horaires, les hauteurs de tonte adaptées à chaque zone de jardin que vous pouvez programmer
Et par rapport à un principe écologique, ça vous permet même de laisser pousser de l'herbe et des fleurs sauvages, par exemple au pied des haies, comme tu le conseilles, de faire exactement ce que vous voulez au millimètre près. Donc pour l'instant, ça marche que sur les tondeuses de la marque Husqvarna, mais je pense que petit à petit, il va y avoir des évolutions là-dedans. Au niveau des manifestations salon, le dimanche 16 octobre, vous avez la 57e foire aux plantes rares et de collection à Saint-Nicolas de la Grave. C'est dans le Tarn-et-Garonne. Une cinquantaine de pépiniéristes qui seront là. C'est une association sympa qui s'appelle la Salicaire, association botanique de la vallée de la Garonne, qui crée cette petite manifestation. Sinon, tu as un autre coup de cœur ? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Non. Moi, j'en ai un. Il s'appelle le Mandevilla Sundaville Flamingo Pink. Le Mandevilla, qui est le nom botanique de la plante que l'on appelle le Dipladenia. Flamingo Pink, c'est une plante de l'année dernière. Mais on ne l'a pratiquement pas vue sur le marché. Totalement unique, parce que vous voyez comment est la fleur du Dipladenia, c'est entonnoir, généralement rouge ou blanc ou rose. Là, c'est moucheté. C'est rose clair moucheté de rose foncé. Donc c'est vraiment très très sympa. Ça fleurit jusqu'à maintenant, hein, jusqu'aux premières gelées. Il n'y aura absolument aucun problème. C'est une plante qui supporte le plein soleil. Ah ouais, qui supporte le plein soleil, la sécheresse, qui fleurit extrêmement longtemps. Et c'est vraiment très bien. Ce qui est très bien aussi, c'est de se reposer 2 secondes pour prendre une petite lichette de café et une page de publicité. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Que nous dit Chris Media 55, mon cher Pierre ? Pouvez-vous me renseigner sur un paillis d'été pour conserver un peu de fraîcheur ou pas pour la stéchade en pot ? Je la vois peiner, est-ce que c'est mieux de la mettre en terre ? La stécade, c'est tout simplement la lavande papillon. Lavandula stoecas. Pourquoi ce nom ? Parce qu'elle vient des îles Stoïcades. Alors Stoïcades, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était le nom de l'Antiquité des îles d'Hyères. Et c'est de là que vient cette lavande papillon. Alors, est-ce que tu as un paillis d'été ? Mais il n'y a pas besoin de fraîcheur, il ne faut pas pailler ça. Non, mais elle dit en pot. Les plantes qui sont naturellement résistantes à la sécheresse parce qu'ils ont un système racinaire qui va chercher loin, notamment comme les lavandes, ce sont des plantes qui, en pot, ne résistent pas du tout à la sécheresse. Oui, parce qu'elles n'aiment pas la chaleur au niveau des racines. Le problème, c'est que l'hiver, quelles sont les plantes qu'on va perdre le plus rapidement en pot ? C'est le mimosa, c'est l'eucalyptus, le chêne vert. Ces plantes-là qui, dans la nature, dans le bassin méditerranéen, supportent ces canicules sans aucun arrosage, si vous les mettez en pot, en l'espace de 10 jours, elles meurent. On peut toujours mettre un paillage dans un pot, mais dans un pot, même une lavande qui résiste au sec, l'été, il faut l'arroser tous les jours. À tous les jours. Oui, autrement, on met ce qu'on appelle des plantes grasses, parce qu'elles vont, elles, garder l'eau. Mais ces plantes ne résistent pas au sec parce qu'elles gardent l'eau dans leur tissu. Elles résistent au sec grâce à leur système racinaire qui vont profond. Donc dans un pot, on les empêche là, donc elles ne résistent pas au sec. Et en plus, les racines sont très sensibles à la chaleur, donc la protection que donne un pot, en général, c'est pas beaucoup. Et attention, à l'inverse, lavandula stoica, c'est une lavande frileuse, à moins 5 degrés, ça va pas très bien. Vous êtes curieux de plantes et de nature ? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, nous sommes en pleine période de récolte fruitière et je voulais que l'on parle des poires parce que malheureusement, je dirais, la filière poire en France est assez malmenée. C'est un fruit que l'on consomme de moins en moins, pratiquement, alors que ça peut être un fruit magnifique, mais exceptionnel. On va parler de l'arbre aussi. Là, c'est un peu plus compliqué parce que parfois, il y a quand même pas mal de maladies autour. En botanique, le poirier s'appelle Pyrrhus. Il n'y en a que 8 espèces qui, pour certains, sont quasiment devenues spontanées en France. On verra tout à l'heure. Il y en a d'ailleurs qui sont utilisées comme
plante ornementale. Le fruit du poirier sauvage, ça a peu d'intérêt. Hein. C'est petit, c'est amer, etc. Donc on va utiliser uniquement des plantes qui ont été obtenues par sélection horticole. Et curieusement, la plupart des poires que l'on consomme aujourd'hui, c'est des variétés du 19e siècle. On en a créé quelques-unes, on verra, mais pas énormément de nouvelles variétés de poires. Ben oui, parce que la poire, c'est un fruit qui se mérite. C'est-à-dire que contrairement à la pomme, qui se conserve très bien et est bonne après des mois et des mois de conservation, une poire, pour la déguster, on a 3 jours, 4 jours. C'est-à-dire qu'avant, elle est trop verte et après, elle est blette. Mais une poire à point est extraordinaire. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais au lycée agricole, j'avais ramassé une poire, c'était la variété Alexandrie, que j'avais mis dans mon sac, et 3 jours après, je ne sais pas, j'ai encore le souvenir de cette poire. Je suis né à Lyon, au pied des Monts d'Or, qui est un terroir exceptionnel pour la poire William, et donc j'ai passé mon enfance, gagné un petit peu de sous pendant les vacances, en ramassant notamment les cerises, les poires et les pommes, et la première poire qu'on cueillait fin juillet, c'était Précoce de Trévoux, ensuite la Docteur Guyot, et ensuite la William pendant l'été. Le poirier est une plante sensible à beaucoup de ravageurs de maladies, notamment la tavelure. C'est compliqué aujourd'hui dans les zones où il y a de l'humidité au printemps de vraiment avoir des poires parce que les traitements sont limités, mais on peut toujours faire des traitements préventifs à la bouillie bordelaise quand même. Plante qui s'accommode mal des sols calcaires, alors on peut le greffer sur cognacier pour qu'il tienne un tout petit peu mieux, qui est sujet aussi au manque de bord dans le sol, donc il faut mettre des engrais dans lesquels on va avoir du bord. Si vous n'avez pas suffisamment de bord, vous le saurez, parce que les poires sont pierreuses. Quand on a des éléments durs à l'intérieur du fruit, c'est souvent de la carence en bord. C'est une plante qui n'aime pas les vents dominants, mais j'en connais pas beaucoup, à part les peupliers, parce que ça fait tomber les fruits, ça fait casser les branches quand elles sont surchargées. La plantation, ça va être maintenant. Vous pouvez commencer vers la fin du mois et jusqu'à la fin de l'hiver. C'est bien de planter en automne parce que les arbres ont le temps de se développer, font des racines plus solides. Donc, mettez ça dans un sol bien profond, bien travaillé. C'est une plante qui a été énormément travaillée. On connaît plus de 2000 variétés. Moi, j'ai un livre de pomologie. Alors, c'est drôle d'appeler pomologie pour les poiriers, mais la pomologie, c'est la science de la classification des fruits. C'est 2 tomes épais comme ça de variétés. Plus de 2000 poires avaient été recensées. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine. Alors, on va essayer de se faire notre top 10. Donc, tu as commencé par Précoce de Trévoux. C'est bon, ça? Moi, je ne la connais pas bien. Non, dans la poire d'été, la William remporte, je pense, haut la main. D'ailleurs, c'est la seule poire avec laquelle on fait l'eau de vie, quasiment, parce que c'est vraiment la plus parfumée. Après, on va distinguer les poires à longue conservation, les poires d'automne ou d'hiver, comme Passe-Crassane. Oui, mais Passe-Crassane, on n'a plus le droit de la cultiver. Ah bon? Non, c'est une variété qui a été bloquée du fait le feu bactérien. C'est la variété la plus sensible au feu bactérien. C'est pour ça que je voulais pas trop qu'on en parle. Non. On en trouve encore parfois dans le commerce parce que c'était des plantations anciennes qui ont résisté. Mais aujourd'hui, tu regardes un catalogue de pépinières, il n'y a plus de Passe-Crassane. Elle a été en fait remplacée par Angélis. Angélis, qui est un croisement de doyenné d'hiver et de doyenné du comice, et qui est une variété de l'INRA. 30 ans de travail. Elle a été croisée en 63 et elle est sortie en 2000, même plus de 30 ans. Juste un mot, peut-être, ce qu'on appelle les poires à couteau, qui se mangent crues, par rapport aux poires qui ne se mangent pas crues, mais cuites. Donc ça, c'est des variétés qui n'existent quasiment plus, et alors qui font de très grands arbres. On en trouve encore sur le bord des routes, des arbres qui font 10-15 mètres de hauteur, et qui est une poire qui n'est pas du tout bonne à manger crue, par contre, qui est délicieuse en confiture ou en gelée. Que penses-tu de beurre et hardy? J'aime beaucoup. Après, dans ma poire préférée, oui, beurre et hardy, y a... Attends, on va les prendre les unes après les autres. Beurre et hardy, donc c'est un peu pyramidal, c'est brun verdâtre, c'est assez ferme. Si on aime la poire moelleuse, un peu acidulée, mais très parfumée. Ça se récolte début septembre, ça se consomme jusqu'à la fin de ce mois-ci. Attention, on n'a pas dit, mais les poiriers ne sont pas auto-fertiles, donc il faut des poiriers pollinisateurs à côté. C'est très très bien pollinisé par Conférence et doyenné du comice. Justement, Conférence, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Une des poires que j'achète le plus dans le commerce. Conférence, donc c'est une variété qui est du 19e, 1885, et qui curieusement a été créée en Angleterre. Ah oui?
Conférence, c'est un arbre vigoureux qui a l'avantage de fleurir tard, donc il ne craint pas les éventuelles gelées printanières. Et on ne peut pas se tromper quand on voit Conférence, parce que la forme est particulière. Assez allongée, fine. Voilà, c'est très allongé, c'est jaune-vert. La chair, quand elle est justement à la maturité top, elle est vraiment fondante et très très parfumée. En revanche, quand elle n'est pas pile poil à maturité, elle est croquante et elle n'est pas forcément extraordinaire. Elle se récolte maintenant et vous pourrez la consommer sans problème jusqu'à la fin du mois. Les professionnels la gardent bien plus longtemps, mais pour nous, c'est compliqué. On disait que Beurre et Hardy était pollinisé par Conférence. Conférence pollinise bien Beurre et Hardy. Ça, il n'y a pas de problème. Delbar Délice. Delbar Délice, une variété de Delbar qui a l'avantage d'être assez résistante aux maladies. Fruits plutôt jaune, bronze, pas énorme, assez précoce, septembre, mais très parfumé, très aromatique, vraiment fondant, goûteux, très très bon, qui ne se conserve pas. Il faut vraiment le manger très très rapidement. L'arbre n'est pas énorme, c'est un arbre qu'on peut mettre dans un petit jardin, environ 5-6 mètres, et il doit être planté avec William ou Beurre et Hardy. Ma préférée, Doyenné du Comice. Pourquoi est-ce que j'aime cette variété ? Parce que c'est la plus fondante que je connaisse. C'est une poire assez dodue. Elle est un peu rondelette comme ça. Elle est vert-jaune, mais elle va être aussi ombrée un peu de rouge. C'est sucré, c'est jouteux, c'est jamais granuleux. C'est certainement, au niveau de la poire à couteau, une des meilleures, mais il faut vraiment la manger au bon moment. Il y a 3 jours, 3-4 jours. Alors tu sais ce qu'on fait, nous, parce qu'on n'a pas de poirier, on en achète dans le commerce, généralement le samedi. Et mardi, mercredi, c'est là qu'il faut la manger. Alors pour savoir si elle est vraiment tip-top, tu as une technique ? Non, moi je la tâte peu, voilà, tout simplement. Faut pas que ça soit mou. Faut que ça soit juste, on sent que ça veut avoir un peu de souplesse, et puis après, c'est super. Fertilia Delbar, c'est un arbre très facile à cultiver pour les amateurs parce qu'il est résistant aux maladies et il ne demande pas grand-chose comme entretien. Là, il mûrit vraiment qu'à partir de maintenant et jusqu'à début novembre. Il va pouvoir être consommé plus tard jusqu'à décembre. Il faut le faire polliniser par Louise Bonne d'Avranches. Guyot, tu en avais parlé, mais c'est pas très bon. On en voit beaucoup dans le commerce. C'est une poire qui arrive au mois d'août. C'est les premières poires. Par contre, on fait de très bonnes tartes et très bonnes compotes avec. On avait dit pas de Passe-Crassane. La variété, je ne vous l'avais pas dit avec précision, mais elle a été interdite de multiplication commerciale depuis le 12 août 1994. On était en pleine période d'agression par ce fameux feu bactérien. On va terminer rapidement avec quelques poiriers d'ornement. On peut quand même dire, pour des gens qui ont des terrasses ou qui veulent cultiver un poirier en pot, il y a des poiriers nains, notamment chez Delbar. Oui, Garden Pearl. Ou Belle Hélène. Belle Hélène ? Qui marche très bien. Oui, ça fait 2 mètres. Oui. Et de toute façon, le poirier, c'est pas non plus un arbre qui est énorme et on peut, comme le cognacier, l'avoir dans un jardin d'ornement. C'est joli en fleurs, il y a de belles couleurs d'automne. Dans l'ornement Pyrrhus caleriana, tu l'utilises ? Non. Non. C'est dommage parce qu'il y a des très très jolies fleurs blanches en mars-avril. Bon, les fruits sont pas vraiment intéressants. C'est plus un arbre qui s'utilise en tige et en alignement. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on n'utilise pas. Mais Pyrrhus salicifolia, c'est intéressant. Oui, pour son feuillage. Qui est argenté. Et il y a une variété pendula qui est vraiment très argentée, pleureur. Il y en a d'autres des moins connus. Pyrrhus nivalis, qui a des feuilles elliptiques aussi. On les cultive pas tellement pour leur feuillage, mais plutôt pour leurs fleurs. Moi, je dirais que en ornement, il vaut mieux mettre des prunus que des pyrrhus. Parce qu'on aura aussi les feuilles d'automne. Ouais, mais les malus, on n'aura pas la belle couleur. On a les fruits qui durent longtemps, sur l'arbre. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de travailler avec des poiriers d'ornement. On utilise des pommiers, on utilise des cognaciers, on utilise les prunus et on commence à utiliser même des sorbiers. Voilà. Juste quand même, salicifolia pour le feuillage argenté, ça peut valoir le coup dans certains massifs. Naoui nous a écrit sur la chaîne YouTube. J'ai traité mon cerisier avec du savon noir. Cela n'a pas fait effet longtemps car les pucerons se sont multipliés après une semaine. Mon arbre a perdu 30% de ses feuilles. Que s'est-il passé ? Avez-vous une solution plus efficace ? Je ne vois pas le rapport entre les pucerons et la perte des feuilles. Il ne faut pas traiter en plein soleil
plutôt donc trop tôt le matin ou en soirée, ou quand le temps est couvert, parce que sans ça, on peut quand même avoir un effet de brûlure. Si vous avez traité cet été, ou du moins au mois de juin, par exemple, quand on a eu la première canicule, c'était une erreur manifeste. Pour quelle raison ? C'est que le savon, n'oublions pas son effet. Pourquoi est-ce que le savon noir peut être insecticide ? Parce qu'il enveloppe le corps de l'insecte d'une pellicule qui est imperméable. Or, l'insecte respire sans poumon. Voilà, l'air le traverse et il prend l'oxygène comme ça. Donc, quand il est imperméable, eh bien, il s'étouffe. Pourquoi est-ce que les pucerons sont revenus ? Parce que vous ne les avez pas tous touchés avec le savon noir. Si une gouttelette de savon noir touche un puceron ici, mais qu'il y en a un à 3 cm à côté, s'il n'a pas été touché, il continue à vivre et il continue à pondre. Il peut y avoir beaucoup de générations de pucerons dans la même année. Donc, ne traitez pas pendant forte chaleur, parce qu'il faut que cette pellicule de savon noir n'étouffe pas la plante qui a énormément besoin de faire sa photosynthèse quand les conditions sont compliquées. Et puis, évitez de traiter, encore une fois, en plein soleil. L'avantage du savon noir, c'est que vous pouvez l'utiliser jusque pratiquement la récolte, parce qu'il n'y a pas de toxicité. Il suffit de nettoyer le fruit et vous vous en débarrassez. Voilà, et puis il faut savoir aussi que dans une lutte biologique, on n'élimine pas 100% des insectes, parce qu'il faut que les larves de coccinelle, par exemple, puissent commencer à manger des pucerons pour pouvoir se développer et en manger d'autres. Mais le problème, c'est que le savon noir, ça fait la même chose. Ça fait la même chose que le coccinelle. Il ne faut pas chercher à éliminer 100%. Et s'il y a quelques pucerons sur une feuille, c'est pas dramatique. Et si ça vous énerve, vous prenez le sécateur, vous coupez les feuilles, vous mettez à la poubelle. Voilà. Mais Ce qui n'est pas dramatique non plus, c'est de se reposer quelques secondes pendant une petite page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Mes chers amis, nous avançons dans la saison. On peut avoir l'impression qu'il est temps de s'endormir sur ses lauriers parce que le jardin, lui aussi, va bientôt s'endormir. En fait, il n'en est rien parce qu'en cette saison, non seulement il faut penser à protéger, voire abriter pour certaines cultures les choses pour l'hiver, et puis il faut se projeter pour l'année prochaine puisqu'on peut déjà préparer des petites choses. Qu'est-ce que tu vas nous faire cette semaine ? La même chose que la semaine dernière, parce que le temps est encore doux. On peut planter les bulbes. Là, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va commencer à pouvoir planter les bulbes. Alors, attendons que la terre soit un peu humide, qu'il pleuve un petit peu pour qu'elle soit plus facile à travailler. On vous en fera toute une chronique. Les bulbes sont des plantes extraordinaires. Moi, j'adore toutes les plantes à bulbes parce qu'elles font une deuxième vie au jardin, c'est-à-dire que du mois de janvier au mois d'avril-mai, elles enchantent le jardin. Elles s'endorment pendant toute la fin du printemps et l'été pour revenir au mieux à l'hiver prochain. Et voilà, donc je trouve que c'est un côté assez féerique et magique avec les bulbes. Alors c'est un grand moment de récolte quand même. Les coings, par exemple, qui commencent à être mûrs, on peut les récolter un peu plus tard même. Ah oui, non, mais il faut faire attention toujours avec cette maladie, la moniliose qui se développe sur les coings. S'ils ont la moniliose, on les jette. Voilà, ouais, on ne les laisse pas dans le jardin. Et les coings, c'est bien de les laisser mûrir à la maison parce qu'ils vous parfument la maison pendant 2-3 semaines. Et donc, on peut commencer, bien sûr, à les cueillir et à les mettre en décoration à la maison. Et comme vient dire Pierre, on les cueille. On ne les laisse pas tomber. L'épiderme est très fragile sur le coing. Donc, on va le prendre délicatement à la main. On tourne un peu et puis ça vient tout seul. Il y a les kiwis aussi qui commencent bien sûr, à être mûrs. En revanche, les kakis, les nèfles, tout ça, il faudra que l'hiver soit passé un peu dessus. On récolte les poires et les pommes d'automne et d'hiver. Toute dernière tomate. Là, ça va être vraiment la fin.
On dit souvent qu'on peut les récolter vertes et qu'elles vont mûrir quand on les laisse derrière la fenêtre et tout ça. Si elles sont orangées, oui, vertes, je ne crois pas. On peut faire un peu de confiture de tomates vertes. C'est pas terrible. Non, c'est pas ce qui me plaît le mieux. On m'a dit, oh non, c'est pas vrai, c'est très bon. Chacun ses goûts, évidemment. L'année dernière, j'avais fait, avec mes dernières tomates vertes, j'avais mélangé avec des figues. Et ça, c'était plutôt réussi, parce que la figue, souvent, je la trouve un peu trop sucrée. Et mélangé avec la tomate verte, ça donnait un mélange qui m'avait beaucoup plu. Moi, je trouve que c'est un bon moment aussi pour installer un système d'éclairage dans un jardin. Ouais. On n'y pense pas, ça. T'en fais beaucoup, toi, de l'éclairage ? Contrairement à ce qu'on peut penser, l'éclairage, on s'en sert surtout du mois d'octobre au mois de mars, parce que la nuit tombe beaucoup plus vite, les jours raccourcissent, et il n'y a rien de plus magique que de rentrer chez soi, dans sa maison ou son appartement, et d'appuyer sur un bouton et d'avoir l'environnement, c'est-à-dire le balcon, la terrasse ou le jardin qui s'illumine, et on le voit d'une autre façon. Donc ça, l'éclairage de jardin, c'est vraiment important. Ce que je vous conseille, c'est de choisir un ou deux modèles de spot, d'en prendre, de les installer dans le jardin, un exemplaire, vous voyez l'effet que ça donne, et puis à ce moment-là, vous multipliez les points lumineux, voilà. Mais ça se fait vraiment, et quand on éclaire un jardin, on ne fait pas Versailles, on n'éclaire pas par-dessus les spots en hauteur qui vont éclairer vers le bas, on met les spots sous la végétation, et la lumière se projette vers en haut et va mettre en valeur la silhouette de l'arbre. La nuit ne ressemble pas du tout au jardin le jour. Alors, vous voyez, comme Pierre connaît bien le sujet, on vous en fera une chronique complète au cours de l'automne, parce que vraiment, il faut un paysagiste pour pouvoir vous expliquer tout ça dans les moindres détails. On va faire quand même les derniers semis. On en avait parlé la semaine dernière, mais j'insiste, pois de senteur, capucine, c'est bien, parce que ça va démarrer beaucoup plus tôt. Vous pouvez aussi planter déjà de l'ail, si vous avez un sol qui est très, très, très filtrant. On peut faire quelques tailles. Tailler les bordures de buis, de santoline, de lavande, les haies, puisqu'en ce moment, il n'y a plus de nidification, les arbustes d'été, qui sont des fleuris. Bon, les caryoptéris sont peut-être encore un petit peu en fleurs, mais les buddleia, par exemple, peuvent être sur la fin. On ratiboise, c'est-à-dire que les arbustes d'été, on laisse 4-5 cm de la tige de l'année, de façon à ce que l'arbre ou la plante reste compacte et puisse vous redonner beaucoup de fleurs. Un petit truc, notamment si vous habitez dans des régions qui risquent d'avoir des gelées assez précoces, vidanger le système d'arrosage automatique pour le mettre hors gel. Ça serait trop bête que vous perdiez tout cela. Et puis pour les passionnés de jardinage avec la lune, attention, mardi 11 octobre, on ne jardine pas après 16h35 car il y a un nœud lunaire descendant. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Mes chers amis, aujourd'hui nous avons 2 livres que nous allons vous présenter avec Pierre. Il y en a un, on ne va pas vous montrer trop l'intérieur parce que c'est vraiment un livre à lire. Il s'appelle « Le jardin ensauvagé » de Louisa Jones chez Actes Sud. Louisa Jones, c'est une Canadienne qui est installée dans le sud de la France depuis 1975. Ce livre, elle l'a écrit en français et c'est super bien écrit. Vraiment, félicitations. C'est un livre, un petit peu de débat, un livre qui vous interpelle parce que c'est quoi ? C'est quelle est la place et la responsabilité de l'être humain par rapport au vivant. Dans le propos de Louisa Jones, c'est le réensauvagement. C'est-à-dire de permettre le respect de la spontanéité dans un jardin. Ça te plaît, ça ? Oui, tout à fait, parce que quand on veut avoir un beau jardin avec un minimum d'entretien, y passer moins de temps, mais il faut travailler avec la nature et pas contre la nature. Donc, il faut faire ce qui marche à l'endroit où ça marche. Et quand vous avez même des plantes spontanées qui s'installent et qui peuvent avoir un intérêt décoratif, de les laisser. C'est-à-dire que la main de l'homme va façonner ce qui pousse un peu naturellement, plutôt que de vouloir mettre telle plante à tel endroit à tout prix. Non, on va essayer d'observer ce qui fonctionne et d'accompagner ce qui pousse naturellement. Elle le dit très bien aussi, le jardin ensauvagé observe d'abord les écosystèmes existants pour mieux y insérer son territoire personnel. Tout à fait. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc l'humain ne domine plus, on ne s'efface pas non plus. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'à un moment donné, vous vous retrouviez au milieu d'un roncier dans lequel la vie est impossible. Je dirais que le jardinier devient chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il a ses différents instruments qui vont être là où ils doivent être. Et si là, on voit qu'on installe un certain groupe de plantes qui ne fonctionnent pas, on va mettre un autre groupe de plantes qui va fonctionner. Et on va essayer de mettre ces plantes qui fonctionnent aussi très bien ensemble. C'est-à-dire, et on devient en fait chef d'orchestre de ce qui pousse naturellement dans son jardin.
Voilà, donc vous allez avoir ce livre, Le jardin ensauvagé, où on vous dit qu'il doit devenir un lieu de résurgence, semblable à des mosaïques, à des patchs, à des clairières, où on va inventer une nouvelle manière de bien vivre. Donc c'est très écolo, mais c'est très très bien écrit. C'est chez Actes Sud et ça coûte 22 €. À côté de toi, Pierre, tu as un livre qui est totalement différent, de Jean-Michel Groult. Jean-Michel Groult, c'est un journaliste jardin. Je crois qu'il était botaniste à l'origine. Il a tenu pendant pas mal d'années les travaux du mois du magazine Mon Jardin, Ma Maison. Et il adore les choses pratiques. Et là, il vous fait le guide du jardin ultra simple. C'est chez Ulmer, ça coûte 18 €, donc c'est pas ruineux. Et c'est le livre du débutant par excellence. Parce qu'on vous parle de tout. Alors, c'est ultra rapide. On pourrait reprocher à ça, c'est d'avoir voulu tout dire et rien dire. Mais le rien, il est parfois suffisant pour démarrer. Vous avez le style des jardins créés massifs, les bordures, la plantation naturelle, tailler, entretenir les plantes mellifères. Enfin, il y a tout là-dedans. Il y a le potager, le jardin d'ornement, les fruits. On vous parle même de la taille. Enfin, c'est une initiation, c'est une initiative et c'est quelque chose qui doit vous donner envie. Donc, c'est un petit livre sympathique que je vous conseille si vous êtes vraiment ultra débutant. Donc, le guide du jardin ultra simple. Patrick Bonnet. Que nous dit Patrick Bonnet? Peut-on cultiver un Zamioculcas dans un pot en plastique ou mieux vaut-il utiliser un pot en terre? Il nous avait parlé de plante ZZ et je voulais qu'on dise quelle est la plante ZZ parce que si vous allez dans une jardinerie, vous demandez ça, je pense qu'on va vous la trouver. C'est la première fois que j'entends parler de plante ZZ. Je connaissais la génération Z. Pourquoi ZZ? Parce que Zamioculcas, Zamifolia. Voilà, il y a le genre et l'espèce commencent par Z. Bon, c'est une plante qui est un peu proche des cycas, mais en réalité qui appartient à la famille des aracées. C'est-à-dire comme le Dieffenbachia, le philodendron, l'anthurium, la locasia, enfin plein de plantes que vous connaissez, le spathiphyllum, etc. Zamioculcas, c'est Zamia, ça n'a rien à voir avec la famille, le Zamia, mais ressemble énormément. Et Culcas, c'est le nom du taro, du colocasia, dont on consomme les tubercules et qui est une aracée. Donc ça veut peut-être dire Zamia de la famille des aracées. Bon, c'est un tout petit peu tiré par les cheveux. En tous les cas, c'est une plante qui a été décrite et dénommée seulement en 1905 par un botaniste allemand qui s'appelait Heinrich Gustav Adolf Unger. Plante d'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, donc plante qui n'aime pas l'arrosage. On cultive. On l'utilise comme plante à l'intérieur parce qu'elle est increvable du moment qu'on ne l'arrose pas trop. Une des rares plantes qui supporte le manque de lumière. Donc si vous avez une pièce qui est assez sombre, essayez le Raphis, essayez le Zamioculcas et surtout ne l'arrosez pas beaucoup. En hiver, quand même, rapprochez-le de la fenêtre parce qu'il y a des gens qui le mettent vraiment dans un coin sombre. Au bout d'un moment, il risque de s'avachir. Mais quand on dit arroser pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Laissez vraiment sécher la terre en surface entre deux arrosages. Allez, je vais essayer de vous dire une moyenne, mais en saison de végétation, c'est-à-dire du 15 mars à fin septembre, un arrosage par semaine maxi. Ah oui. Maxi. Ça dépend de la température ambiante. Et puis c'est un verre d'eau l'arrosage. Hein. Oui, alors en plus, c'est pas beaucoup. Il ne faut pas le détremper. Et puis à partir de maintenant, un arrosage par mois, ça sera bien. À ce moment-là, vous pouvez le mettre dans une pièce même carrément fraîche. 8-10 degrés, il tiendra bien et il se plaira tout à fait. C'est une plante qui ne pose vraiment pas de problème. À mélanger quand même dans un sol sableux et terreau. Un terreau pur, ça va pas lui plaire parce que ça va garder aussi de l'humidité résiduelle et ça, c'est pas bon du tout pour ça. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors nous, Jardin TV avait publié récemment, au cours de l'été, une vidéo sur le noisetier, mais on avait parlé de la partie pratique du noisetier. Aujourd'hui, on va vous raconter un peu les histoires, les légendes de cet arbuste dont les fruits sont récoltés et consommés en ce moment.
T'en as, toi, des noisetiers chez toi? Oui, j'en ai dans ma pépinière et j'en ai dans mon jardin en Auvergne, des noisetiers sauvages. Et j'ai une affection toute particulière pour le noisetier. On avait des noisetiers dans le jardin et c'était dès le mois de septembre. Dès qu'on rentrait de l'école, on se précipitait pour aller avec 2 petits cailloux casser les noisettes. Et encore aujourd'hui, je peux manger un pot de noisettes sans aucun problème. C'est vraiment un fruit que j'aime beaucoup. Mesdames, messieurs, Pierre est un écureuil. Nous sommes dans le genre Corylus, qui vient du latin corolus, lui-même du grec chorus, casque, qui fait allusion à la forme des cupules qu'on appelle les petites membranes qui sont frangées et qui entourent la noisette. Et on dirait qu'elle est un petit peu dans un casque. Il y a 14 espèces de noisetiers, enfin de Corylus, qui peuvent être des petits arbres ou des arbustes, qui viennent tous des régions tempérées de l'hémisphère nord, sauf que ça s'arrête au nord de la Scandinavie. Ça aime bien une certaine fraîcheur, mais pas les zones glaciaires. L'espèce Corylus avellana viendrait de la ville italienne d'Avella, en Campanie, dont les noisettes étaient réputées. Et d'ailleurs, on l'a souvent appelée aveline, la noisette. Dans certaines régions, on dit une aveline. Et l'avelinier, donc, était donc un noisetier. Il y a une noisette très particulière de Corse qui a une IGP qui s'appelle la noisette de Servione, la Nucciola di Servioni, qui a été vraiment mise en culture spécifiquement à partir des années 40 dans cette région, avec une variété qui est connue, Fertile de Coutard. Oui, bien sûr. Qui est une variété classique, pas du tout d'origine corse, mais la plante a trouvé dans cette région, moyenne montagne, ça va jusqu'à la mer, etc., il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se développe. Et aujourd'hui, la noisette de Servione, elle est plus petite que la moyenne, mais elle a un goût plus intense, elle n'a pas d'amertume, elle n'a pas d'aigreur, elle est très foncée et elle a aujourd'hui donc une IGP, indication géographique protégée, depuis 2014. Et tant mieux que ça puisse faire travailler des gens, notamment en Corse, qui en a bien besoin. Alors on va remonter le temps et aller dans la mythologie. On dit que Mercure fit un jour un présent à Apollon, c'était le dieu des arts, il lui avait offert une lyre en écaille des tortues, et qui offrit en échange une baguette de coudrier. Le coudrier, c'est aussi un autre nom du noisetier. Et on disait qu'elle avait la vertu de réconcilier les ennemis les plus acharnés, de rapprocher les cœurs divisés par la haine et l'envie. Et pour montrer ça, ils ont rencontré 2 serpents qui se battaient. Ils ont jeté la baguette entre les 2 serpents et aussitôt, ils ont cessé le combat. Ils se sont entortillés autour du rameau et c'est devenu le symbole de la paix. C'est un symbole que l'on voit aussi sur le caducée, sur le symbole des médecins. On a ces 2 serpents avec la baguette de coudrier. Or, il y a plein de croyances, il y a des traditions, des trucs extraordinaires. On dit par exemple que lorsqu'on se marie au mois de septembre, si les noisettes sont très abondantes, c'est qu'on aura plein d'enfants. Bon. Ah oui. Mais attention, on dit aussi que ce sera l'année des naissances illégitimes et aussi peut-être une année de filles. Parce qu'en fait, la noisette est enfermée dans cette double enveloppe dont on a parlé et qui est à l'image de l'enfant qui est dans le corps de sa mère, et donc c'est un signe de fécondité. Et d'ailleurs, dans certaines régions, on mettait des noisettes bénies autour du lit nuptial, et on servait même un dessert à base de noisettes lors du repas de noces, parce qu'il fallait être sûr que ça fonctionne. Ah oui. Pareil, chez les anglo-saxons, il y a une femme de la même famille que celle de la mariée, et qui, elle, avait déjà plusieurs enfants. Elle devait présenter une noisette à la mariée à la sortie de la messe, un peu comme aujourd'hui, on jette le riz aux mariés. Dans la culture celtique, le noisetier est considéré comme un arbre magique. Alors pourquoi il est associé au chiffre 9 ? Ça, j'en sais pas, parce qu'on disait que 9 noisetiers abritaient une source merveilleuse près de Tipperary, dont les druides utilisaient l'eau comme support d'incantation. Alors, il y a plein de trucs comme ça. Le jour d'Halloween aussi, donc le 31 octobre, les jeunes filles avaient coutume de placer une rangée de noisettes, elles jetaient sur les braises du foyer, elles les faisaient griller. Et elles disaient, si tu m'aimes, éclate et envole-toi, si tu me détestes, brûle et éteins-toi. Donc si la noisette faisait un bond, elle disait « Ah, le mariage sera très heureux ». Enfin, il y a plein de petits trucs rigolotes. Alors,
on dit que le noisetier avait des vertus médicales, par exemple contre l'impuissance, la calvitie, l'épilepsie, la folie, les luxations, les fractures. Alors pourquoi ça... Non, la feuille de noisetier, utilisée en tisane, il y a vraiment des propriétés médicinales, mais la feuille du noisetier, la noisette, je ne sais pas. Tiens, je vais te raconter une croyance du XVIIe siècle. On disait qu'une baguette de noisetier permettait de réparer une fracture. Alors pour que ça fonctionne, il fallait faire la chose suivante. Quand le soleil entre dans le signe du bélier, donc il fallait essayer de casser le bras au bon moment ou la jambe, il fallait prendre la baguette de noisetier, grosse comme un petit doigt, et la couper en deux, sceller les deux extrémités avec de la cire pour qu'elle ne perde pas ses forces et ses esprits, attention, et toucher avec ce bâton les fractures, les luxations et les contusions pour les voir guérir comme par enchantement. C'est un peu proche de la baguette de sourcier. T'as déjà vu un sourcier opéré? J'en ai jamais vu opérer. J'ai des amis qui ont vu le sourcier opéré, qui ont vu la baguette bouger. Moi, j'aimerais bien voir ça une fois dans ma vie. Moi, j'aimerais voir ça aussi. Je reste sceptique. Moi, je suis pas sceptique du tout, parce qu'il a trouvé l'eau. Voilà, ça fonctionne. Mais attention, il faut prélever la branche le vendredi saint pour que ça fonctionne. On disait aussi celui qui avait une baguette de sourcier avait la possibilité de se rendre invisible. Attention, parce que c'est aussi avec le bois de noisetier qu'on faisait des balais de sorcières sur lesquels on pouvait s'envoler. Voyager. Eh oui. Le symbolisme aussi, c'est la patience et la constance, parce qu'il fructifie tard, le noisetier. Il fleurit très tôt. Les chatons de noisetier, c'est en plein hiver, au mois de février. Oui, et puis, on va avoir les noisettes simplement en septembre. Et on dit que ça aide au développement de l'expérience mystique, puisque justement, on est capable d'attendre. Chez les Celtes, c'était aussi le renouveau printanier, le moment où l'homme se réconcilie avec la nature, et on pouvait aussi avoir toujours cette histoire de fertilité. Pour terminer, on verra le langage des fleurs. On a parlé de réconciliation là, avec la mythologie, mais c'est aussi de douceur. Bon, c'est évidemment la naissance, c'est dans l'esprit de réconciliation, c'est reprenons nos relations. Donc si on est fâché avec quelqu'un, on peut lui offrir un noisetier. S'il comprend le langage des fleurs, il saura qu'on essaye de se faire pardonner et qu'on appelle à la paix. Ajoutez aussi qu'on fait de la très bonne huile de noisette. Une petite goutte d'huile de noisette dans la salade, c'est délicieux. Moi, je n'aime pas vraiment la noisette, mais ce que j'aime, c'est le praliné. Ah bah oui, le praliné, c'est de la noisette quand même. Oui, mais ça n'a pas tout à fait le même goût. En tous les cas, j'espère que cette émission aura eu bon goût pour vous. Merci de l'avoir suivi. Et c'est comme ça que se terminera notre émission. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aime tes conseils, toujours judicieux, sa connaissance du jardin. On avait nos techniciens qui étaient à la manette. Il y avait Luc là qui nous fait un son d'enfer. Vous avez vu le nouveau studio, là, tout ça, c'est bien... On va avoir vraiment tout ce qu'il faut de professionnels. Professionnel aussi, il l'est particulièrement, il s'appelle Miguel de la Rosa. Il est notre metteur en scène, il est notre homme de la caméra. Il est derrière ses manettes aussi et on le remercie. Nicole, elle était partie nous restaurer, je pense, un petit peu. Et peut-être qu'elle a aussi emmené Perle, notre petite mascotte, qui va aimer courir dans les jardins. Et on vous dit donc bien sûr à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.